sur cette matinée que nous allons consacrer en partie donc à ces questions du paysage qui nous est particulièrement cher en France parce que nous aimons parler de nos paysages et nous savons qu'ils sont très attractifs en Europe. Et je vous propose que nous procédions de la manière suivante. On va alterner quelques petite présentation. On va essayer de faire ça assez court et comme vous voyez que avec l'habit très impressionnant de Rodolphe Lemeunier qui est arrivé avec son col républicain, je sais pas comment on dit, donc de meilleur ouvrier de France. Donc on essaiera de faire jouer ce dialogue entre professionnels, nous les chercheurs et vous la salle, sachant que à côté de Rodolphe Lemeunier, vous avez Christian Valette qui lui n'a pas de col, mais qui a un métier des restaurateurs également, voilà, et qui porte le drapeau de l'Aubrac, comme on va le voir dans un instant. Alors, je vous propose rapidement de présenter nos interlocuteurs. Donc, Rodolphe Lemeunier, qui affine des fromages dans la région. Il présentera un petit peu tout à l'heure plus en détail ce qu'il fait. À sa gauche, Christian Valette, qui est éleveur en Aubrac et également restaurateur à Paris. Bon, la filière bien classique des gens entre la montagne et la ville. Ensuite, Sandrine Scheffer, qui est géographe à l'université d'Angers, et qui travaille sur ces questions de tourisme et de lien entre tourisme et nourriture, si l'on peut dire. Et Gilbert Dalla Rosa, qui lui, je l'ai plutôt invité, il a énormément de casquettes, mais je l'ai plutôt invité comme un des militants les plus redoutables de Slow Food. Voilà. Et donc, qui est un Béarnais. Voilà, une fois j'ai dit basco-béarnais, alors donc c'est bien un Béarn et qui va vous parler de sa montagne et en particulier donc de tout ce que les produits alimentaires transfèrent de cette image pyrénéenne. Alors moi-même je suis géographe et je travaille à Paris 4 sur plutôt le sens de l'alimentation que j'appellerais géographique, qui est donc de savoir au fond pourquoi les mangeurs et les buveurs que nous sommes aimons savoir d'où viennent les produits que nous mangeons. En quoi ça fait sens et pourquoi vous dire que boire du vin chilien c'est mieux ou c'est différent que de boire du vin de la Touraine, sachant que vous ne connaissez rien du Chili, mais que peut-être le mot simplement vous fait rêver à quelque chose qui est loin. Alors, ce que je voudrais dire, peut-être, on va présenter quelques petites diapositives. Je vais vous donner quelques images, parce que le paysage, c'est quand même des choses que l'on voit. En introduction, quelques minutes. Simplement donc pour rappeler que notre rapport au monde passe par des relations interpersonnelles, bien sûr. Nous mangeons la cuisine de notre grand-mère et quand nous cuisinons quelque chose qui est le plat familial, eh bien c'est la famille que nous mettons sur la table. Cyrulnik a très bien montré ça. Mais également notre rapport au monde passe par l'environnement et l'environnement évidemment il se décrypte par les paysages. Ce sont bien sûr les habitations, les villes, les quartiers, et puis les campagnes qui sont donc perçues par ces paysages. Alors, vous voyez ici que j'ai pris le cas du whisky, mais on peut très bien prendre le cas d'une ville comme Bordeaux. Hein, c'est une publicité que j'ai trouvée dans un magazine qui n'est pas le Figaro Magazine, qui se lit bien à Bordeaux, bien sûr, mais qui est tout simplement une publication locale. Et vous voyez, qui met en scène l'intérieur, l'extérieur, le passé, le présent. Et puis sur toute étiquette de Bordeaux, le château, la grille, enfin, et toute cette espèce de référence à un paysage qui a existé ou qui n'a pas existé ou qui n'existe plus, mais qui en tout cas est suggéré par l'étiquette.
Cela peut prendre d'autres formes, hein, comme un champ de thé, ou comme simplement un logo sur une boîte d'infusion. Hein, essayer de demander à ceux qui boivent des infusions le soir pour dormir, mais aussi et pour plein de choses, hein, comment le paysage joue un rôle là-dessus. Il m'est arrivé la semaine dernière voir quelqu'un à la maison qui dit mais je prends pas du café, mais est-ce que tu as pas une tisane, voyez? Et je lui dis si j'ai quelque chose, des plantes qui viennent de l'Aubrac, et voilà. Et sur l'emballage, je sais pas ce que c'est pas le Béarn, mais je soupçonne quand même la farce que vous avez fait. Sur l'emballage, il était marqué, on s'en est rendu compte après, et ça vaut son pesant d'or parce que la jeune femme qui buvait était enceinte, c'était une tisane pour ventre plat. Vous voyez, bon, c'était pas, et c'était avec des plantes, des herbes, de l'Aubrac. Voilà. Et alors, voyez la mythe de la nature. Je pense que c'est assez clair. Vous avez d'autres exemples là, de produits qui sont particulièrement paysagers, hein, et pourtant le chocolat est l'un des moins locaux, l'un des moins, je dirais quelque chose qui n'a rien à voir avec la Suisse, hein, et qui pourtant est apparu sur l'iconographie de ce pays-là à la fin du 19e siècle, et qui rassemble en quelque sorte toutes les icônes et tout le sens, hein, que les Suisses donnent à leur environnement. Voilà, et puis je terminerai avec ce Fuji japonais que nous voyons un peu partout sur les tasses de thé, sur les emballages qui viennent de ce pays du soleil levant. Donc tout ça pour vous dire que tout n'est pas paysageable. Vous avez des paysages du fromage, on va en parler dans un instant, qui sont un peu plus difficiles à lire, mais quand les vaches ont des cornes, qu'elles sont belles, hein, comme celles de l'Aubrac, qui sont les stars du salon de l'agriculture, parce que vous avez remarqué qu'en Normandie, on ne montre pas des vaches. Hein, elles sont généralement, elles n'ont plus de cornes, elles marchent difficilement, voilà, elles sont pas belles, hein, c'est des vaches normandes, vous savez, avec on dirait des trains, on appelle ça des tringles à rideaux dans certains endroits, hein, avec voilà, et des vaches qui font du lait pendant 3 ans, et puis après, non, c'est vrai ce que je vous raconte, parce qu'au salon de l'agriculture, on m'a expliqué que le samedi et le dimanche, quand vous allez avec vos enfants au salon de l'agriculture, eh bien, on enlève les vaches normandes. On les cache ou on les ramène en Normandie, et on les ramène la semaine pour vous voyez, les paysans qui passent. Mais pour ceux qui veulent vraiment voir des vraies vaches et se prendre en photo avec, eh bien, on sort les belles, hein, les Suisses, les Aubrac. Alors, donc les fromages, les vins, bien sûr, hein, les paysages de vignobles sont des paysages magnifiques à lire, comme les paysages d'été, hein, tout simplement parce qu'il y a des lignes dans ces paysages, hein, et que ça se lit, je dirais, comme une partition de musique. Hein. Et puis, donc cela nous permet de comprendre, hein, comment les paysages sont utilisés pour communiquer sur les produits. Soyez sensibles à tout ce que l'on met sur les étiquettes, y compris les petites, y compris les emballages de saucisses, vous voyez, les petits saucissons de je ne sais où. Là, il y a souvent un paysage dessus sur les produits, sur tous les systèmes de consommation. Ça peut être des voyages, vous avez des quantités de supports sur lesquels on mélange les paysages et les produits alimentaires. Et puis dans les restaurants, je dois reconnaître que quand on va chez Christian Valette, peut-être vous direz Christian a 2 restaurants, mais notamment un qui est pas très loin des Champs-Élysées, enfin on y accède par les Champs-Élysées, qui s'appelle tout simplement l'Aubrac. Donc vous avez l'Aubrac à Paris quand même. Et ce restaurant, c'est en soi un paysage. On pourra lui poser des questions tout à l'heure. Voilà, donc ce lien très fort entre le dedans et le dehors, entre le lieu de production et l'assiette, hein, il joue en quelque sorte comme une épreuve de vérité. Hein, ce paysage que nous recherchons, hein, il ressemble à cette carte postale qui validait autrefois notre voyage à l'étranger. Hein.
qui faisait en quelque sorte office d'authenticité. Voilà, donc je vais pas dire plus pour l'instant parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à débattre. Je voudrais simplement vous suggérer, puisqu'on va parler du fromage, quelque chose qui me trotte par la tête depuis plusieurs années, qui consiste à savoir pourquoi les Français mangent plus de fromage que les autres et surtout ne le mangent pas comme les autres, puisque nous mangeons des fromages cuisinés, certes, comme en Aubrac, mais nous mangeons beaucoup de fromage sur un plateau. Hein. Et il me semble que cette particularité du plateau de fromage qui est française et qui a tendance un peu à disparaître pour des raisons que nous connaissons tous, ce plateau de fromage qui est né au 19e siècle. Hein, moi je le vois, mais parce que les géographes sont toujours obsédés par leur géographie qu'ils voient partout, je le vois comme une carte de géographie de la France. Et vous avez souvent, quand on parle d'un beau plateau de fromage, vous avez des gens qui vous disent ça vient du sud, ça vient des Pyrénées, ça vient de l'est, de l'ouest. Hein, et quand on regarde la manière dont le plateau s'est incrusté dans les repas en France, on se rend compte que au 19e siècle, hein, bien sûr au moment de la Révolution ferroviaire, mais pas seulement, après la Révolution française, au moment où la carte des départements qui avait été décidé par les révolutions n'était pas encore dans les mémoires, hein, on faisait ressortir les régions avec les fromages qui portaient les noms des régions. Hein, les fromages de chez vous, c'est un fromage qui porte pas le nom de Haute-Pyrénées, quelque chose comme ça. Vous voyez, toute cette carte des départements sur lesquels on avait utilisé les montagnes et les fleuves pour nommer les départements, elle ne disait rien aux Français. Hein, et on a fait ressurgir du 18e siècle ou des siècles précédents cette toponymie, cette nomenclature des régions qui est ressortie par les fromages et qui a fait que, au fond, après avoir coupé la tête au roi, nous voulions couper les régions sur nos plateaux et les retrouver. C'est une idée comme ça que je vous lance et je pense que ce serait intéressant qu'on en discute tout à l'heure. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Christian Valette. Et voilà, j'ai terminé avec un petit peu de vin, qui lui donc va nous parler de l'Aubrac. Bonjour, donc Christian Valette, je suis éleveur à l'Aïole dans l'Aveyron, éleveur en race Aubrac pure et restaurateur à Paris. D'où le concept de la fourche à la fourchette. Je produis ce que je vends à Paris et je vends à Paris tous les produits réalisés sur l'Aubrac, donc le fromage, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment l'Aubrac est monté à Paris et comment l'Aubrac s'est inscrite sur le plateau. Ça vient... on peut passer le slide ? D'abord, l'Aubrac, pour que tout le monde le situe, c'est au centre, un peu plus bas, centre sud-ouest de la France. L'Aubrac, traditionnellement, est dans un triangle. On dit que c'est une île entre le Lot et la Truyère. Et la Truyère prend le nom de Lot. À entrailles, ça veut dire entre deux eaux. Donc, le plateau de l'Aubrac culmine entre 1000 et 1400 mètres, 1471 mètres. Et à l'époque, les plateaux de l'Aubrac étaient une forêt, étaient très boisés de hêtres. Au milieu des plateaux de l'Aubrac passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur ce chemin, à l'époque, il y avait bien sûr beaucoup de pèlerins et il y avait une domerie à Aubrac. C'était un hôpital qui recevait les gens et qui les faisait manger. Lorsqu'ils étaient perdus, les faisait dormir. Il y avait tellement de brigands dans les bois d'Aubrac que les moines, en 1400, ont décidé de complètement déboiser les plateaux de l'Aubrac, qui sont devenus un paysage lunaire, et donc naturellement des prairies à vaches, des prairies de pâture. Voilà les plateaux de l'Aubrac où pâturent les troupeaux de vaches Aubrac entre le 25 mai et le 13 octobre. Date de la transhumance, 25 mai, 13 octobre.
La race Aubrac, Les vaches. les vaches, oui, pardon. C'est les habitantes de l'Aubrac. Les habitantes de l'Aubrac, qui cohabitent avec les hommes. La race d'Aubrac, on dit qu'elle est mixte, donc elle a la capacité à produire du lait en fin de vie de la viande, mais surtout du travail. Les bœufs issus de race Aubrac étaient les animaux les plus forts au travail. Et les bœufs Aubrac étaient commercialisés, et c'est eux qui creusaient les sillons dans tout le vignoble du sud-ouest. Donc le travail dans les burons ce sont les fermes de montagne. Les buronniers produisaient du lait et conservaient le lait sous forme de fromage. C'était un mode de conservation. Les fromages étaient descendus au 13 octobre au moment de la descente des vaches. Quand les vaches retournaient dans les exploitations, il y avait le concours du meilleur fromage issu des meilleures montagnes où on pouvait retrouver le caractéristique des plantes qui poussaient sur ces montagnes. De là est née une fête, la fête de l'aligot. Aligot, issu du mot aliquot, ça voulait dire quelque chose à manger. Donc, on a traditionnellement, les gens montaient sur les montagnes avec les troupeaux l'été, je l'ai dit, les buronniers. Ils montaient avec des provisions, ils montaient avec des pommes de terre, ils montaient avec plusieurs choses. Et ils mélangeaient, ils ont commencé par mélanger la crème du lait, la tome fraîche, aux pommes de terre, ce qui a donné l'aligot. Donc on a conservé cette tradition. Aujourd'hui, il y en a sur toutes les tables de restaurants auvergnats, voire parisiens. La race est mixte à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on utilisait aussi la corne pour faire le couteau de l'aïeul, ce qui a donné une large expansion au village de l'aïeul, où aujourd'hui il y a à peu près 200-300 personnes qui travaillent dans les différentes coutelleries de l'aïeul. On trouve aussi sur les plateaux de l'Aubrac de la gentiane. La gentiane est une plante qui sert à fabriquer la vaise, la suze, et donc la gentiane d'Aubrac. La gentiane est une plante dont on récolte la racine et non pas la fleur. Et cette plante se prélève sur les parcelles tous les 20, 22, 23 ans. Il y a un relevé parcellaire et les gens retournent voir les exploitants tous les 22, 23 ans, font des prélèvements et voient si la racine de gentiane est assez grosse pour qu'on puisse la ramasser, la récolter. Donc là, on voit la mixité de la race et les différentes voies de développement, d'utilisation de cette race. Alors on a l'énergie d'un côté avec les bœufs de travail, on a la viande avec les bœufs gras, la fête des bœufs de Pâques, on a la corne et les couteaux, et ensuite on a le lait et le fromage. Donc toute l'industrie, tout le travail des plateaux de l'Aubrac et des gens de l'Aubrac tourne autour de cette race. Il y a la corne. Tu peux dire un mot sur la corne dans ton restaurant? La corne. La corne dans ton restaurant. Au bar. Oui, ah oui, nous avons fait des décors avec de la corne de vache. Nous avons fait un plateau de bar avec de la corne de vache qui a été aplatie, bouillie, redressée. On a une jolie marqueterie de corne de vache. C'est vraiment magnifique. Donc, comment les gens de l'Aubrac et de l'Auvergne en général et de l'Aubrac en particulier sont montés à Paris par différents métiers, mais aussi avec le temps. Les gens sur l'Aubrac travaillaient du 25 mai au 13 octobre avec les troupeaux sur les montagnes, et ensuite venaient à Paris faire un deuxième métier, c'était porteur d'eau et ensuite porteur de charbon, mais c'était les mêmes personnes. Et parfois, ils mettaient 3-4 jours pour faire le trajet de l'Aubrac à Paris. Donc ensuite, certains se sont installés à Paris et ont fait les bougnas, les porteurs de charbon, et ont développé le métier ensuite de commerce du charbon et du vin, et après du vin à la restauration,
il y a toujours eu ce lien entre les produits de l'Aveyron, de l'Auvergne et Paris. Et ce lien que moi je conserve et j'entretiens, quoi. Voilà, donc peut-être tu veux conclure, c'est bon. Mais écoutez, non. Encore, puis après... Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Aubrac, mais... Voilà, donc on a déjà un premier objet en quelque sorte, hein, avec un lien très fort entre un nom qui est l'Aubrac, et dont on voit que la géographie départementale l'avait gommé, puisque c'est dans le, je sais pas quoi, le Tarn, le Lot, enfin dans tous ces pays. Donc ça appartient à un territoire qui, sur le plan départemental, est moins bien identifié que l'ancien château d'eau, hein, auquel tu as fait allusion. On va donc... Pas encore. Oui. Pas encore. Pas tout de suite, d'accord. Voilà. Donc on va parler maintenant avec Gilbert Dalla Rosa, donc de son travail en Béarn. Bon, on vient de voir comment, en quelque sorte, on mange du paysage dans le restaurant Aubrac à Paris. Moi, je vais faire le cheminement inverse. Comment le mangeur crée du paysage. Hein, vous voyez, on va de l'un à l'autre. Alors, je suis effectivement ancien universitaire, membre de l'association Slow Food, et l'association Slow Food se préoccupe de la sauvegarde de la biodiversité, et dans cette biodiversité, surtout d'origine alimentaire, hein, biodiversité des races et des espèces que nous consommons. Dans cette biodiversité, il y a aussi, si vous voulez, la sauvegarde de certains produits d'exception. Et Slow Food distingue ces produits, il les appelle des sentinelles. Ces sentinelles, nous les mettons en avant, nous les mettons en scène. Elles sont ici à Eurogouste, à Tours. Vous pouvez aller les voir, il y en a une trentaine qui sont venus de différents pays du monde. Et cette mise en scène des sentinelles nous permet, en quelque sorte, de les mettre à la mode, de les distinguer au sens bourdieu du terme, de telle sorte qu'elles passent d'une situation de disparition face à l'agroalimentaire standardisé mondial, à une situation de valorisation économique où elles peuvent continuer. Et moi, dans mon Béarn, j'ai eu la préoccupation de classer en sentinelle le fromage d'estive, c'est-à-dire le fromage fait dans les cabanes d'altitude, entre 1000 et 1800 mètres, des trois vallées béarnaises, Aspe, Ossau et Barrétous. Alors, je vais, à travers cet exemple-là, puisque la sentinelle a été concrétisée en août 2008, je vais, à travers cet exemple-là, vous montrer un peu toute une évolution dans la démarche. Au départ, c'est vrai, nous sommes dans une zone de montagne, nous avons 3 étages en quelque sorte, la vallée, où pendant l'hiver on fait du fromage de brebis, mais il y a aussi des vaches, et une des traditions, c'était même le fromage mixte, fait avec un mélange de lait de brebis et de vaches, c'est-à-dire ce qu'on avait dans la ferme. Et on a aussi des chèvres, si vous voulez, donc on a plusieurs types de fromages qui sont fabriqués en vallée pendant l'hiver. Nous avions un étage intermédiaire qui était l'étage des granges, là où on faisait du foin, où on montait vers 700-800 mètres d'altitude. Aux saisons intermédiaires, on utilisait, si vous voulez, ces prairies. Et cet étage-là, aujourd'hui, il est perdu. Il s'est très dégradé, il s'est embroussaillé. C'est un espace que nous avons perdu, qui n'est plus paysager, parce que l'agriculture n'a plus utilisé, si vous voulez, cette bande compris, enfin d'une façon générale, hein, bien sûr dans le détail il y a encore de très belles bordes, on les appelle comme ça, ces granges d'altitude. Et au-dessus enfin, on va en transhumance pour utiliser les pâturages qui se trouvent au-dessus des forêts, ces forêts d'ailleurs étant contenues par l'homme depuis pratiquement la fonte des glaces, hein, des glaciers du Quaternaire, et on a toujours maintenu la forêt plus bas que son niveau, si vous voulez, optimum, parce qu'on mettait le feu, etc., pour entretenir ces paysages
pâturage, mais de pâturage très riche en flore, très varié. Vous voyez, c'est pas de la prairie mono et grasse. Hein, c'est vraiment l'herbe de montagne dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité et dans tous ses arômes. Et donc, la situation était la suivante. Le fromage dans les vallées fonctionnait bien. On en avait même fait une AOC, le AOC Osso-Irati. Et dans cette AOC, malheureusement, pour des raisons économiques au départ, on a mis, allez, disons, 90% de fromage industriel et 10% de fromage sous AOC, mais qui est fermier, lui. Et ces deux fromages sont confondus. C'est eux qui fixent les prix. Et, si vous voulez, le fromage fait en estive, dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce que l'estive, c'est isolé. Souvent, il faut y aller à pied. Nous sommes dans une zone à ours, donc pas de piste. Et quand vous avez 1h30, 2 heures de marche pour aller dans ces estives, c'est extrêmement compliqué et dissuasif. À tel point qu'en 1996, quand les normes européennes se sont appliquées en termes sanitaires, on a eu très peur que ces cabanes soient abandonnées parce qu'il fallait, pour continuer à y produire du fromage, faire une mise aux normes qui supposait avoir de l'eau véritablement contrôlée et pure. Il fallait avoir des carreaux sur les murs de l'atelier, n'est-ce pas? Il fallait avoir, alors qu'autrefois c'était un chaudron sur le feu, etc. Vous voyez, donc ces cabanes-là étaient magnifiques. Elles étaient faites de pierres sèches, avec des lauses, bon, souvent remplacées par des toits de tôle un peu rouillés, etc. Mais il faut dire qu'à dos d'âne ou de mulet, entretenir ces cabanes, c'était un problème. Les collectivités territoriales se sont quand même engagées, ont fait le pari, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui n'a pas été le cas dans le département voisin des Hautes-Pyrénées, on fait le pari de maintenir, si vous voulez, ces cabanes de montagne et donc de faire une très grande action pour rénover aujourd'hui plus de 100 cabanes, vous voyez, remises aux normes, à grands frais, parce que souvent il a fallu transporter les matériaux par hélicoptère. Et cette remise aux normes de l'atelier qui s'est quand même accompagnée de la création d'une douche, souvent pour le berger, parce qu'on avait des touristes qui passaient là, hein, ils étaient dans des hôtels, ils faisaient du ski, ils avaient leur douche, mais les bergers, ils étaient sous des tôles. Cette remise aux normes a choqué. Je fais partie de la commission départementale des sites, et je vous assure que quand on voulait mettre des toits imperméables en bac acier, ou quand on voulait agrandir les proportions de la cabane, quand on voulait y mettre un mur de parpaing avec dessus un parement de pierre, ça a été des débats. Ça a été des débats. Hein, il y avait l'image de la montagne traditionnelle, de la petite cabane bien contre son rocher qui la protège des avalanches, etc. Bon. Cette mise aux normes étant faite, on risquait quand même de perdre l'essentiel des bergers. Parce que le fromage de montagne, qui est fait à la main, parce qu'il n'y a pas d'électricité, qui n'est pas réfrigéré, parce qu'il n'y a pas de possibilité de tank réfrigérant, il doit être fait tous les jours, il doit être fait, la traite du soir est mise dans une fontaine pour être refroidie et on la mélange au lait du matin pour faire le fromage tous les jours. C'est un travail très dur. Il faut garder les brebis aussi pour qu'elles se dispersent dans la montagne. Et là, si vous voulez, on avait un fromage qui risquait de disparaître avec en plus une sorte d'incompréhension de l'opinion publique qui rêve d'ours dans la montagne. Des mesures très maladroites de la part de nos ministères, et notamment de celui de l'environnement, qui brutalement décident de mettre 15 ours dans les Pyrénées. Et moi, je voyais progressivement les jeunes dire « mais on arrête d'aller en montagne, on n'ira plus en montagne, on va faire des grands hangars,
Nous allons abandonner la race traditionnelle basco-béarnaise, celle qui a une toison épaisse, une laine longue fournie, qui la protège des intempéries, ce qui lui permet de rester sans problème en montagne. Nous allons la remplacer par la race Laconne, celle du rayon de Roquefort, mais qui a une laine bouclée, spongieuse, qui la rend sensible quand elle se mouille aux maladies pulmonaires. Et cette race-là, qui est très performante quand elle est bien nourrie. Hein, c'est des Formule 1, il faut les nourrir, mais il faut leur apporter des aliments complets, il faut bien les nourrir. Quand elle est bien nourrie, dans du hors-sol, vous produisez aussi du lait de brebis, et ça c'était un idéal, parce que ça permettait de faire du lait pour les industriels de l'AOC, qui transforment ensuite et qui vendent ça sous le nom de fromage AOC Osso Irati, vous voyez, avec bien sûr l'image du berger, la montagne, c'est presque si on n'entend pas les cloches de la montagne sonner, n'est-ce pas? Voilà l'exemple d'utilisation de paysage pour vendre un produit qui finalement est fait dans des conditions de hors-sol, les bêtes ne sortant pratiquement plus sauf dans un enclos voisin, et voilà, on passe à de l'intensif, si vous voulez, et cette évolution, là, les jeunes, à cause des problèmes de l'ours, etc., disaient, mais on va pas les s'embêter à monter nos troupeaux, à perdre des brebis, etc., on va opter pour ce système. Et vous voyez, moi, consommateur, j'ai une responsabilité. Ce que je mets dans mon assiette produit du paysage. Ce fromage-là, fait avec du lait de race Laconne, il n'est pas si mauvais que ça. Il s'appelle fromage Osso Irati, fromage de montagne. Il est acceptable. Le lait de la Laconne n'est pas très différent. À l'aveugle, je suis incapable de distinguer un fromage fait avec du lait de Laconne d'un fromage fait avec du lait de brebis basco-béarnaise, je l'avoue. Mais ma responsabilité, c'est quand même de dire, même si je paie 1 € le kilo en moins, parce que c'est de l'intensif, etc., qu'est-ce qui va se passer en haut dans les estives? Dans les estives, les cabanes vont disparaître, les broussailles vont revenir, autrement dit, ces paysages dont le citadin rêve, ce paysage qui soutient son imaginaire, etc., va également disparaître. Vous voyez le lien que je dois faire et que nous, à Slow Food, nous engageons les consommateurs à faire. Ils sont, nous disons, c'est un peu fort bien sûr, coproducteurs au moins des paysages. Dis-moi quel fromage tu manges, je te dirai quel paysage tu produis. Donc, nous sommes responsables de, quand on y réfléchit, de tous les paysages ruraux, du système d'agriculture qui produit, nous sommes responsables de tous les paysages ruraux de la planète, par nos modes de consommation. Et si vous voulez, il y a une certaine illogique à dire « je veux que l'on préserve mon patrimoine, je veux que l'on préserve mes paysages, etc. etc. » et en même temps à courir les promotions, si vous voulez, pour avoir les produits les moins chers possibles. Il y a quelque chose d'antinomique. Et donc, voyez comment... Quand j'ai fait la sentinelle, au départ, je disais, ce fromage, il est exceptionnel, il a un très bon goût, etc. Je vais le préserver pour ses qualités gustatives. Et petit à petit, en faisant le dossier, j'ai évolué et j'ai proposé à Slow Food de faire une sentinelle, bien sûr pour les qualités gustatives exceptionnelles du fromage, mais aussi pour la sauvegarde du paysage. Pour sauvegarder ce paysage d'estive. Parce que ce paysage d'estive, là tu peux mettre la diapositive si tu veux, voilà un exemple. Ce paysage d'estive, là nous sommes à 1800 mètres d'altitude, c'est la cabane de Banas, et si vous voulez, un site assez remarquable. Avec, oui, voilà, vous voyez ce lac, à un moment donné, les algues spontanées qui sont dans ce lac,
ce sont des algues qui ne dénotent absolument pas une pollution, dessinent comme un cœur là devant cette très belle cabane qui a été rénovée. Hein, vous voyez les toits de tôle, vous voyez même peut-être une antenne. Alors vous savez, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, surtout quand j'ai voulu publier cette photo, c'est pas celle-là exactement, mais je pouvais gommer l'antenne. C'était facile. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que c'est un peu de la provocation. Je crois que nous, consommateurs, on crée des paysages, mais les paysages, nous devons accepter qu'ils évoluent. Nous devons accepter le nouvel écosystème qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette antenne, c'est le radiotéléphone qui assure la sécurité du berger. Parce que vous êtes là à 2 heures de marche. Dans cette cabane-là, vous pouvez avoir une famille maintenant. Maintenant qu'il y a la douche, on monte avec des jeunes enfants, parfois de quelques mois simplement. Et cette antenne-là, elle symbolise, si vous voulez, la sécurité en cas de problème. Elle symbolise l'appel aux gardes s'il y a attaque d'ours. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et c'est ce que j'ai plaidé difficilement en commission des sites, il faut accepter une évolution quelque part. Il ne faut pas, voyez, être dans un paysage carte postale figé, cadré, avec des éléments qui perdurent dans le temps, qui sont en quelque sorte ces paysages qui appartiennent à une autre esthétique. Aujourd'hui, nous passons dans une esthétique où nous comprenons l'écosystème qui produit ce paysage. Et cet écosystème, il doit être tellement complet pour les produits de qualité, et j'en reviens là à l'exemple de l'Aubrac. Moi, ce qui m'a frappé, j'avais visité la région de l'Aguiole il y a une quinzaine d'années, et j'y suis revenu récemment. Et, si vous voulez, les toiles plastiques d'ensilage, les vieux pneus qui les soutiennent, etc., avaient disparu. Pourquoi? Parce que l'AOC a décidé de supprimer l'ensilage, et donc le paysage s'est amélioré. Vous voyez, quand on revient à l'écosystème, quand on revient véritablement à des produits de qualité, le paysage autour recrée une harmonie, parce que ce sont des interrelations nouvelles qui se créent, et vous avez dans toutes les régions qui ont un produit de qualité, alors la vigne est certainement l'exemple extrême et le plus abouti, bien que très travaillé, mais un produit de qualité crée un paysage, et ça va du paysage d'estive à la qualité architecturale qui évolue, qui n'est plus la qualité d'autrefois. Il faut changer notre esthétique. Notre esthétique aujourd'hui est une esthétique verte. Elle doit intégrer dans notre réflexion, si vous voulez, la complexité. Et cette esthétique-là, eh ben, elle rejoint l'art contemporain. Vous avez peut-être entendu parler du land art, où maintenant on dit il n'y a plus de cadre. Le paysage, il a même plus besoin d'artistes. Il y a des moments d'art, il y a des moments d'émotion. Et je vous assure que devant cette cabane, j'ai éprouvé des émotions d'ordre esthétique. L'ours, il n'y est pas, mais on le sent. Et c'est très important qu'on le sente. Et on a eu une assemblée générale avec les bergers, là, il y a une semaine. Je leur disais, mais vous êtes contre l'ours, je vous comprends, parce que ça vous réveille la nuit, ça vous empêche de dormir, ça pose des problèmes, etc. Mais l'ours, il faut qu'on le sente dans l'écosystème. Votre fromage ne sera parfait que si l'ours est présent quelque part, que si on le sent, même si on ne le voit pas, etc. Vous voyez, il y a là quelque chose de très fort. Et quelque part, on passe, voyez, du produit au paysage produit, et les deux sont en harmonie, et je dirais même, on doit passer à une certaine forme d'esthétique. Et moi, j'ai envie de faire dans les Pyrénées, si je trouve quelqu'un pour m'aider, parce que je suis pas, j'ai pas une vocation d'artiste, je crois que devant ces cabanes, on doit pouvoir, vas-y, passe,
Alors ça, c'est les problèmes d'hélicoptères, etc., pour pouvoir suivre. Voilà. Vous voyez, les cabanes changent au fur et à mesure que le jour avance. La brume monte, la cabane disparaît, les cloches des troupeaux tintent. Vous avez des moments exceptionnels dans ces paysages. Et il faut savoir, vous voyez, où on lit tout. L'éloignement, l'isolement, la nécessité d'être relié au monde, le type de troupeau, et là, il n'est pas parfait. Vous voyez ces vaches-là, c'est pas les vaches autochtones. Et moi, Slow Food, je voudrais qu'on ait là des vaches béarnaises comme on avait autrefois. Il y en avait 140 000 avant la guerre, il en reste aujourd'hui 182 dans le monde. Ces vaches-là, elles ont des cornes magnifiques, et je crois qu'on va pouvoir les comparer à celles de l'Aubrac plutôt qu'à celles des Normandes. Mais ces vaches-là, moi je rêve, dans 15 ans, d'avoir un retour de la béarnaise, parce que la béarnaise est adaptée à ces estives-là, parce que la béarnaise est la seule qui est capable d'utiliser les pentes. Et l'utilisation des pentes par la vache précède l'utilisation de la pente par la brebis, parce que la vache a une façon avec sa langue d'enlever certaines qualités d'herbe qui permettent, notamment au trèfle des Alpes, Trifolium alpestris, qu'on appelle le réglisse chez les bergers, de faire pousser ce petit trèfle qui donne au fromage cette saveur incomparable, ce goût de noisette dont on a besoin. Donc, si je simplifie trop, si je n'ai plus que des brebis et si je n'ai plus des vaches, mais des vaches qui vont également assez haut, etc., je perds le goût. Et aujourd'hui, vous voyez, le goût, il est très complet. Il faut même aller le chercher dans le bannissement des ferments du commerce que l'on ajoute au fromage pour favoriser son acidification. Et avec Slow Food, nous sommes en train, et avec ces bergers-là, nous sommes en train de travailler sur le concept un peu du levain dans la boulangerie. C'est-à-dire, chaque berger, au lieu d'acheter un sachet de poudre de ferment, il peut, et nous avons un savoir-faire que nous sommes en train de transférer parce qu'ils le font déjà pour le parmesan, le grana padano, etc. Nous sommes en train de leur expliquer comment ils peuvent faire leur propre ferment, parce qu'à ce moment-là, la cabane, elle aura même le goût des bactéries, des levures qui se trouvent naturellement tout autour et qui sont aussi des personnages importants de l'écosystème parce qu'ils donnent le goût. Et si vous voulez, ils permettront de distinguer, comme on a des crus de Bordeaux, le cru de fromage de telle cabane ou de telle autre. Voilà ce que je voulais vous dire comme message. Vous voyez que l'antenne apparaît encore. Ne soyons pas des nostalgiques, ne rêvons pas la montagne, soyons dans l'esthétique verte, dans cette esthétique qui intègre la complexité actuelle des écosystèmes. Merci Gilbert. Voilà, les applaudissements parlent d'eux-mêmes et je vais demander, avant de passer la parole à Sandrine, ce que pense Rodolphe Lemeunier, qui travaille à la pâte, mais à une autre étape avant qu'il n'arrive sur notre table. D'abord, peut-être de réagir et puis peut-être justement de nous dire un petit peu par rapport à ce qui a été dit sur ces fromages, comment vous les améliorez encore pour que nous parle de la première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est quand vous avez parlé des AOC. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans les AOC, ça inclut les petits fermiers et ça inclut aussi les gros industriels. Mais c'est important de savoir que la gestion d'une AOC, comme de toutes les AOC, demande des moyens financiers et que ces moyens financiers sont quand même apportés par les grosses industries laitières du fromage, qu'il ne faut pas oublier, et que c'est grâce à ça qu'on peut toujours avoir ces petites cabanes à droite à gauche dans les montagnes des Pyrénées, du Massif central, d'un petit peu partout. Donc il faut vraiment pas mettre de côté la production un peu plus massive de fromage, parce que c'est cette production, sont ces industriels qui quelque part font vivre et permettent à tous ces petits fermiers de continuer à exercer de cette manière.
Alors pour quand même encore une toute petite question, donc vous affinez Voilà, alors en fait mon travail consiste à acheter les fromages une fois fabriqués. Donc une fois tout ce que vous nous avez raconté est fait, les fromages arrivent dans les vallées chez des affineurs ou des négociants. Et moi ensuite mon travail consiste à les acheter, donc que ce soit des fromages des Pyrénées, de Touraine, du Nord, d'un petit peu partout, de les ramener dans ma fromagerie et ensuite de les faire vieillir. Donc mon métier d'affineur veut dire rendre fin les fromages. Donc on joue sur différentes matières, sur l'humidité, sur la ventilation, sur la température. Donc, ils vont être 3 facteurs qui vont faire évoluer le fromage, faire évoluer les bactéries qui sont dedans, les champignons, faire évoluer les goûts. Car en fonction de tous ces facteurs, en fonction des temps d'affinage, des degrés de température, on peut transformer les fromages. Donc en partant d'un même fromage, on va pouvoir avoir des choses qui vont devenir plutôt crémeuses, qui vont être plutôt sèches, plutôt fortes, plutôt douces. Après, on a vraiment un panel de goûts qui s'ouvre autour d'un fromage d'une même fabrication. Merci. Alors Sandrine, vous êtes dans une université du tourisme. Et votre travail, c'est effectivement de faire ce lien entre ce que cherchent les touristes et ce qu'ils mangent. Donc, je vous laisse la parole quelques minutes. D'accord. Donc moi, je voulais aussi rebondir sur l'histoire de l'AOC en complément de ce qui vient d'être dit. Juste le micro, voilà. Oui, allez, approchez, voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'effectivement cette complémentarité entre artisans industriels et producteurs fermiers, dans la mesure où pour qu'une AOC bénéficie de sa notoriété et justement pour qu'il y ait ces fameuses sentinelles et cette implication sur les paysages, il faut aussi qu'il y ait des produits qui sortent de la région, qui aient la capacité à sortir et qui aient une masse suffisante pour que cette notoriété s'opère. Donc, il y a cette relation nécessaire entre des volumes suffisants et des protections de sentinelles, comme vous l'avez souligné, qui sont essentielles. Donc moi, je voulais vous parler plutôt de destination touristique sous l'angle de l'articulation, d'une articulation entre paysage et découverte gourmande des lieux, en mettant en relation finalement ces deux dimensions très fortes inhérentes à l'attractivité des lieux. En fait, l'idée est de montrer que finalement ce lien repose véritablement sur une construction sociale et un double regard entre le local et le global. Et ce double regard transforme les lieux du quotidien en lieux de tourisme. Et donc, en fait, trois idées rapidement pour qualifier la destination touristique qui a, je crois, été pas mal évoquée déjà. C'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu de confrontation, de regard, d'expériences croisées entre les habitants d'un lieu et des touristes. Elle se caractérise évidemment par une dimension matérielle et puis une dimension immatérielle qui est composée des savoirs, des cultures et de l'image, des images qui l'ont en partie construite. Le deuxième point, c'est que justement, l'imaginaire touristique participe de cette attractivité de la destination qui, de ce fait, devient véritablement objet de désir. Finalement, la destination repose sur un ensemble de valeurs, de symboles, de représentations et de sens qui organisent la pratique des touristes sur les lieux de la destination. De ce fait, cette attractivité de la destination, on le voit dans les différents vecteurs de communication, ces vecteurs de communication vont être porteurs d'images, de valeurs et permettent justement d'apporter un regard relativement riche sur ce qui fonde les caractères saillants d'une destination. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de promotion, sachant que celle-ci, elle s'opère à la fois, elle s'appréhende à la fois sur les plans cognitifs, émotionnels et sensoriels. Du coup, finalement, deux dimensions sont relativement significatives de cette double approche de la promotion touristique ou de la destination. Il y a d'abord les paysages. Alors, les paysages, qu'ils soient urbains, naturels, de campagne, etc.,
constitue un élément central de perception des lieux. Certains participent même, je dirais, d'une image quasi archétypique de ces lieux, puisque finalement, à partir d'un paysage notoire, on identifie toute une destination. Donc, c'est le cas des falaises d'Étretat qui ne sont pas mentionnées ici, mais c'est le cas du Mont Saint-Michel. Et je vais être un peu provocatrice. Du coup, c'est aussi le cas des vergers de pommiers où paissent tranquillement nos fameuses vaches normandes. Voilà. Ou des façades de maisons basques. Les façades de maisons basques où sèchent les piments d'Espelette avant la fabrication de cette fameuse poudre. Oui, tu peux passer justement. Vas-y. Voilà. Donc, alors, ces façades de piment d'Espelette sont un moyen d'établir le lien justement avec cette deuxième dimension que je voulais aborder. C'est évidemment la découverte gourmande des lieux. Celle-ci constitue en fait dans la construction de l'image même des destinations un élément important d'identification des lieux, de projection symbolique en termes d'expérience de vie, mais aussi de connaissance, de connivence avec l'espace investi. Donc, il est intéressant de s'interroger sur ce lien particulier entre paysage et découverte gourmande. Et je vais le faire à partir de deux grandes dimensions. Je conclurai sur la troisième. La première dimension, c'est celle de la promotion de ces destinations gourmandes. Et puis, la deuxième, bien sûr, c'est celle du rapport des cuisiniers, puisqu'on en parle, hein, du rapport des cuisiniers aux lieux et au paysage. Alors, la promotion gourmande, je vais passer relativement vite. Ce que l'on peut dire, c'est que finalement, ces cultures culinaires et alimentaires font l'objet d'une communication, notamment touristique, mais pas seulement, de plus en plus affirmée en réponse à l'intérêt croissant hein, des consommateurs, des touristes pour les faits alimentaires, mais aussi pour les territoires qu'ils investissent dans le cadre de leurs pratiques récréatives. Alors, ces cultures sont perçues finalement comme autant de ressources patrimoniales valorisables en raison de leur charge identitaire, puisque l'alimentation finalement fait partie de la pratique touristique. Découvrir un lieu à travers son alimentation, c'est évidemment établir une forme de connivence avec lui. De ce fait, promouvoir les lieux sur ce plan-là, c'est promouvoir et permettre l'accès à l'identité de ces pays. C'est favoriser finalement la prise de conscience par les touristes au regard de leurs propres valeurs culturelles et contribuer à la formation de l'image d'une destination. Donc on voit bien que tout est lié et c'est en ce sens que produits et cuisine portent une certaine qualité des lieux. Les paysages témoignent de cette qualité en ce que les produits, comme le soulignait tout à l'heure monsieur, en ce que ces produits, ces productions sont des marqueurs de paysages. Donc, de ce fait, ils sont significatifs. Les paysages et les produits sont alors d'une certaine manière mis en scène. De ce fait, les acteurs donc promeuvent les lieux et ils les promeuvent selon deux grandes dimensions, on va dire, dans le discours en tant que tel et puis selon une certaine iconographie. Alors sur le plan du discours lui-même, la promotion gourmande s'appuie souvent sur une entrée par les produits, par les cultures culinaires, dont la notoriété est associée au territoire. Elle est aussi de manière plus secondaire, mais réellement présente, attestée sur la base de l'excellence culinaire des lieux. Une restauration qui valorise ces lieux, leur identité, selon une approche qui joue à la fois sur sensorialité et esthétisme.
Dans ce lien effectué, bien sûr, au lieu, le paysage est véritablement omniprésent. Alors, dans une première voie, c'est celle-ci, ne bouge pas. Les touristes sont invités, il y a deux voies pour le discours, les touristes sont invités à découvrir les lieux de production de ces produits, de ces cuisines, par la description d'un paysage qui est celui des lieux de production. Et ce de manière relativement indirecte, comme le témoigne l'exemple extrait du site internet du CRT, hein, donc paysans courbés sur la terre sableuse à Oignon d'Erdevenne, femmes, je vois pas très bien d'ici, mais binant les rangées de pommes de terre aux fleurs blanches, etc. Nous avons ici des évocations qui sont qui font appel à la sensorialité, mais aussi très visuelle des paysages. Il s'agit alors de qualifier une Bretagne à croquer, qui est déclinée en famille de produits, et là, ici, donc, dans sa dimension légumière. Et puis, il y a une deuxième voie, qui est plus explicite encore et qui consiste à asseoir cette identité productive sur une identité des paysagères déjà reconnue comme telle, attractive en tant que telle. Alors par exemple la Normandie, puisque à partir d'une entrée centrée sur une liste de produits phares montrant la diversité et la richesse des productions normandes, le discours porte sur le plaisir gustatif, sur le foisonnement, sur la terre nourricière avec un effet de masse qui est véritablement recherché. Et puis finalement, on permet un passage immédiat entre le produit brut et sa transformation culinaire. On passe au plaisir que l'on peut susciter. Il s'agit là véritablement de partager la table des Normands, de s'immiscer au cœur de la culture normande sous forme d'une invitation. Et là, la relation au lieu s'opère essentiellement à travers une iconographie, des paysages, mais aussi un discours qui décrit justement la campagne normande, la suscite en tant que terre productive, de douceur de vivre, d'authenticité et de bien-être. Le touriste est alors explicitement guidé vers les paysages archétypiques du pays d'Auge, par la double association aux produits cidricoles et aux produits laitiers. Donc là, comme on le voit, hein, on voit la vache sous le pommier et la route du cidre en fait autour de Cambremer. Hein. Ce qui est montré ici, c'est le village de Cambremer. Voilà, donc extrait du site du CDT. Alors sur le plan iconographique, l'iconographie est bien sûr un support puissant des représentations, des projections, tant sur le plan cognitif qu'émotionnel ou affectif, et celle-ci est très largement mobilisée justement dans la promotion touristique. Alors du point de vue de la promotion gourmande des destinations, il est intéressant de souligner qu'au-delà de la contextualisation simple des produits représentés dans leur panier ou dans une assiette, en fait, la relation du paysage au paysage est très fréquente. Elle permet alors, ce qui est intéressant, de guider les touristes vers cette association nécessaire entre produits et paysages et caractéristiques des lieux. L'idée est d'ancrer l'unicité de la destination comme un tout alliant produits, hommes et territoire. De ce fait, sur un plan à la fois pédagogique et sensoriel, il s'agit de donner du sens aussi bien au patrimoine culinaire et alimentaire qu'aux paysages dans lesquels il s'inscrit. Donc on rejoint un petit peu ce qui a été dit. On donne alors les clés de lecture aux touristes, tant des paysages que des produits que l'on est invité à consommer. Alors, il y a plusieurs exemples qui sont présentés. Hein. Il y a le produit et l'animal sur un fond paysager, hein, le paysage en toile de fond.
Il y a aussi un paysage mis en scène dans un verre de Sancerre, où là on va présenter les vignes du Sancerrois. Et puis on va présenter aussi le paysage comme résultante de pratiques agricoles, comme le cas de l'oignon doux des Cévennes, où apparaissent derrière les terrasses de production. Derrière l'oignon. Le paysage est donc omniprésent et il établit dans une certaine mesure ce lien entre le produit et la destination à travers des paysages que l'on relate, que l'on décrit. On peut passer. Alors, au-delà de ce premier point qui finalement traite des attraits, des ressources de la destination touristique, la promotion s'opère pour beaucoup finalement dans le cadre d'attractions, d'itinéraires, c'est-à-dire autour d'une offre qui se construit sur la thématique. Alors, du point de vue, de ce point de vue, il est intéressant de souligner que là, l'objectif est véritablement de proposer un itinéraire autour de cette thématique de la symbolique et de la consommation des lieux. Alors cette trajectoire est proposée et va de la visite de marché, de ferme, du contact avec les producteurs, de la visite d'entreprise, avant de proposer des recettes en tant que telles, et bien évidemment la fréquentation des restaurants. Alors sur ce plan, l'iconographie donne du sens à ce lien entre produits, cuisine et paysage. Elle invite aussi bien à la créativité culinaire qu'à la dégustation de spécialités locales ou régionales. Le restaurant devient alors lieu de pratique en tant que tel, lieu parmi d'autres, mais sur ce plan, la destination finalement gourmande reposerait sur la conjonction entre des attraits, donc entre des attraits et des attractions reliant produits, cuisine et paysage. Du point de vue de la promotion touristique, finalement, le produit apparaît un petit peu comme un médiateur entre paysage et cuisine. Les paysages n'acquièrent de sens sur le plan gustatif que lorsque les touristes sont guidés, sensibilisés au départ. Alors, je ne développerai pas, on pourra en parler après, l'exemple de Cancale qui est particulièrement intéressant sur cette alliance entre, presque cette sainte alliance, comme diraient d'autres, entre paysage et découverte gourmande des lieux. Alors, je passe à la partie suivante sur le cuisinier, un acteur particulier finalement de cette alliance entre paysage et découverte gourmande. Nous avons avec Olivier Echeverria, qui est présent ici, réalisé un travail il y a 2 ans sur le rapport des cuisiniers au terroir, et dans ce cadre, nous leur demandions de s'exprimer sur leur rapport au lieu et notamment au paysage, d'abord sur leur plan humain, l'homme, mais aussi dans le cadre de leur cuisine. Alors, plusieurs résultats sont intéressants, on ne va pas tout développer évidemment, mais ce qu'il apparaît, c'est qu'une part importante des cuisiniers que nous avons interrogés s'est montrée très sensible au paysage, imprégnée par ceci dans un rapport affectif au lieu, qu'il s'agisse de lieu de naissance ou de lieu d'adoption. Le lien perçu ou vécu au terroir s'exprime beaucoup à partir d'une proximité réelle ou idéale au paysage. Alors, cette nature est le plus souvent construite en référence à la campagne, aux productions agricoles et alimentaires, et cette sensibilité s'exprime dans la manière dont ils décrivent justement précisément les lieux, comme l'a pu le faire Christian Valette tout à l'heure. Elle est particulièrement renforcée par un rapport particulier aux produits du lieu, et ces produits peuvent se définir justement par ce rapport d'authenticité, d'originalité, d'unicité, d'ancrage lié au lieu, mais pas uniquement. Et finalement, en tout état de cause, ces produits ont pour ces cuisiniers un sens qu'ils relient au paysage sur un plan émotionnel, affectif, identitaire. Les lieux, les paysages ont véritablement participé de leur construction en tant que cuisiniers, comme en témoigne justement Michel Braque, que Olivier avait interviewé il y a 2 ans.
Alors, par ailleurs, cette sensibilité au paysage, caractéristique de leur lien au lieu et au terroir, s'exprime de manière assez différenciée au niveau de la cuisine en tant que telle. D'abord, on soulignera que ce ne sont pas les paysages qui interviennent ou qui influencent leur cuisine dans le rapport particulier, mais plutôt justement le rapport particulier qu'ils entretiennent au lieu. Et c'est plutôt cette manière qu'ils ont de ressentir ce terroir et de le retranscrire dans la cuisine. Autrement dit, le lien n'est pas direct, mais il existe à plusieurs niveaux. Et quelques témoignages de cuisiniers en Maine-et-Loire nous ont dit, mais ils nous ont d'abord décrit la vigne, le vin qui les ont véritablement imprégnés, avant de dire mais moi je fais naturellement une cuisine au vin. C'est voilà, c'est logique. Donc alors certains, plus particulièrement en zone littorale, ont évoqué plutôt le milieu géographique, les paysages changeants, et finalement cette sensibilité a conduit certains cuisiniers à proposer une cuisine qui respecte la nature, le produit dans sa simplicité. Alors, elle s'exprime aussi très souvent dans le travail et la transformation des légumes, qui tiennent une place particulière dans la cuisine. Outre finalement une attention particulière portée à leur fraîcheur, à leur beauté, leur goût, les légumes constituent pour eux un lien avec la nature productive dont ils expriment la richesse à travers justement une palette de couleurs, de saveurs qu'ils apportent dans l'assiette. Et finalement, les choses peuvent aller assez loin, hein, jusqu'à la culture de jardin, l'exploitation de jardin. L'idée est finalement de créer dans leur assiette une forme de lecture artistique, un paysage dans l'assiette. Alors ce lien se manifeste pas directement et systématiquement dans les techniques culinaires et dans la carte. Néanmoins, l'influence géographique est importante et elle s'exprime par un rapport donc intériorisé, intime au paysage. Par exemple, le chef du prieuré que nous avons interviewé, le prieuré, Jean-Michel Lumineau, établit un lien très clair entre les notes sages de sa cuisine et les paysages de la Loire. Je crois que c'est plus loin. Voilà. Non, avant. Hein, donc là, les paysages de la Loire. Et s'il ne met pas en avant donc une cuisine de terroir à part entière, eh bien, il attache beaucoup d'importance aux produits qui viennent du lieu. Et donc, en fait, pour la plupart des chefs, c'est le produit qui constitue le lien entre les paysages et leur cuisine, une cuisine perçue parfois comme de terroir, mais en réalité, qui traduit davantage dans sa créativité l'esprit des lieux. De ce fait, c'est l'esprit du paysage qui, dans l'utilisation culinaire des produits, établit ce lien particulier. Et finalement, au-delà de la cuisine, c'est ce que je voulais dire, l'ambiance du lieu en tant que tel qui s'accorde avec les paysages et génère ce moment si particulier qui permet aux touristes, et pas seulement, de véritablement et durablement dans leur mémoire croquer le lieu. Dans ce cadre, au-delà des produits du lieu, c'est le cuisinier lui-même qui, dans sa personnalité, constitue le médiateur entre les paysages et ceux qui les mangent. Et pour conclure rapidement, finalement, qu'en pensent les touristes? Nous sommes en train de réaliser des enquêtes de ce point de vue-là, et quelques témoignages. Pour moi, le tourisme gourmand fait partie du paysage et de l'environnement parce que généralement, le paysage est lié à certains produits, et il y a quelquefois un bon unisson entre les deux. C'est bien d'y goûter, de voir et d'apprécier. Voilà. Et puis un dernier témoignage, une destination gourmande, c'est une région connue pour ses paysages et ses produits. L'alliance est donc réalisée. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons
évidemment, on aurait pu réagir à ce que vient de dire Sandrine, mais je pense que c'était très important compte tenu du fait que nous n'avons plus que 10 minutes, un quart d'heure, de vous donner la parole parce qu'il y a eu des questions assez compliquées et en particulier peut-être évidemment interroger Rodolphe parce qu'on va le faire parler. C'est quand même une petite chose. Oui, je vais finir de me présenter. Oui. Donc je parlais donc de mes fromages, donc je les affine. Ensuite, il faut que je les vende mes fromages. Donc pour les vendre, mes fromages, j'ai différents circuits de distribution. D'abord, on fait de la vente au détail, on a un magasin, on fait des marchés, tout simplement dans la région. Ensuite, je travaille beaucoup avec la restauration, également dans la région, où je fournis des restaurateurs. Et depuis quelques années, je travaille à l'exportation également. Et donc, je voyage souvent entre le Japon et les États-Unis pour vendre également mes fromages. Et donc, je m'aperçois de choses très intéressantes au niveau des paysages. Quand vous êtes en France et que vous voulez vendre un camembert, vous mettez des belles vaches normandes en fond de photos. Mais quand vous êtes à Tokyo, pour vendre un camembert, vous mettez une tour Eiffel. Et tous ces paysages dépendent vraiment de la cible avec laquelle on va s'orienter. Et ensuite, arrivé à un certain point, je trouve que le paysage, c'est le produit lui-même. Quand vous posez un fromage, arrivé à un certain moment, vous n'avez pas besoin derrière de mettre une photo avec des animaux, parce qu'on sait qu'il y a des animaux, on sait qu'il y a de la verdure, on sait qu'il y a des forêts, on sait qu'il y a tout ça. Donc je crois que c'est surtout les gens qui n'ont pas tout ça, qui ont besoin de mettre ces photos et ces paysages en avant avec leurs produits. Mais quand vous avez quelque chose de très traditionnel, vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous avez juste besoin de poser votre produit et ça suffit. Et le terroir et le paysage, il est dans le produit. On n'est pas obligé de rajouter derrière les photos, les arbres, les animaux, les couleurs. C'est déjà quelque chose qui est direct. Et on a vu plein de belles photos de paysages. Et la réflexion que je me suis faite tout de suite, c'est que tout ça, c'est issu d'une réflexion marketing, de présentation d'un produit ou d'une région. Donc toute la réflexion est commerciale derrière tout ça. C'est pas une réflexion de réel paysage. C'est très émouvant d'entendre quelqu'un qui quelqu'un qui vous dit le paysage c'est le produit. Ça c'est très bon. Ouais, tout à fait. C'est le sentiment que j'ai. Je vous renvoie à la réflexion d'un gamin entendu il y a quelques jours chez un fromager qui disait à sa mère: mais maman, comment font les gens qui n'aiment pas le fromage? Alors, on va revenir à notre sujet et je voudrais, bon, il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est important que les uns et les autres puissent poser des questions, se rassurer quant à l'ours, évidemment. Alors, madame, une question, voilà, on va faire passer le micro. Oui, bonjour. Je vous présentez avant. Annie Castin, France Agrimaire. Je suis un peu gênée dans certains discours que j'ai entendus là tout à l'heure sur au fond la distinction et l'arrow qu'on fait sur les produits industriels et l'industrie. Il se trouve, Monsieur de la Rosa, que moi aussi je suis béarnaise et béarnaise capitoute et que dans mon enfance, mes parents accueillaient l'hiver dans la ferme des bergers qui redescendaient de la montagne. Donc du fromage des Pyrénées, j'en ai mangé depuis toute gamine. Ce fromage n'était pas très très bon. Le gars était misérable. Et son fils est installé, pourquoi? Parce qu'il y a un jour un industriel qui est arrivé, qui a recueilli le lait de brebis pour le rayon de Roquefort d'abord. Et donc ça a permis à cet éleveur de s'installer, d'avoir un revenu. Et puis petit à petit, il a abandonné de donner le lait à la laiterie. Il a fait son fromage lui-même. Il a contribué au saloir de Bedouce et maintenant il vend que du fromage fermier. Lequel fromage fermier? Moi ça fait 30 ans que je travaille à Paris. Le premier fromage des Pyrénées que j'ai vu arriver sur Paris, c'était la croûte noire de Capitoul, c'est-à-dire un fromage industriel, et les fromages fermiers ne sont arrivés que plus tard. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas opposer tradition, industrie, fromage de fermier avec les fromages industriels. Je dirais que chacun a sa part dans le développement d'une région. Et ce qui compte surtout dans les paysages, et je viendrai plus tard avec la vigne, c'est qu'il faut d'abord du revenu pour que les gens s'intéressent aux paysages. Et vous le savez bien, Monsieur de la Rosa, beaucoup de
beaucoup de rivières des Pyrénées étaient polluées, tout simplement parce qu'à une époque, les gens n'entretenaient pas dans les montagnes, les alentours, et les animaux faisaient leurs besoins dans l'eau et on ne pouvait pas boire cette eau. Bon. Et ça a d'ailleurs été un vrai problème pour faire le fromage et pour y donner un label et un AOC. Tout ça pour dire, c'est qu'il faut un revenu et que ce revenu, il peut venir de différentes façons et qu'il n'y a pas à opposer les uns, les autres, le slow food avec l'industriel ou autre. Il y a du bien partout et ce qui compte, c'est qu'il y ait du revenu. Et pour qu'il y ait du revenu, c'est très important pour la création des paysages et cette association avec effectivement le produit et le paysage. On parle beaucoup des paysages viticoles, mais les paysages viticoles, ils ont été rénovés d'abord par les grandes maisons de champagne, les grands châteaux du Bordelais, et petit à petit, quand les viticulteurs ont vu leurs revenus augmenter, ben, toutes les vignes sont redevenues belles. Mais si vous revenez aujourd'hui dans Languedoc, le Corbière, ou voire même la plaine orientale de Corse, vous verrez que quand il n'y a pas de revenus, le paysage y retourne à la friche. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir du revenu et ne pas opposer les uns et les autres. Il peut y avoir du très bien chez les uns et chez les autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, Gilbert. Bon, merci pour cette question, parce que j'ai l'impression que je me suis mal fait comprendre. J'ai simplement, et je crois que la rectification qu'avait apportée concernant l'AOC, et je la partage tout à fait, si vous voulez, pour moi, je dis, il faut de la très bonne qualité alimentaire. À Slow Food, nous disons de la haute qualité alimentaire pour tous. Hein, pour tous. Il ne s'agit pas de faire de l'élitisme. Il ne s'agit pas de condamner les fromages faits dans l'AOC. Hein, pas du tout. Je crois que chacun doit pouvoir accéder à des fromages de qualité. Et les fromages de l'AOC Osso-Iraty sont des fromages de qualité. Mais, si vous voulez, je voulais attirer l'attention sur simplement le fait que la production industrielle, il ne faut pas non plus qu'elle induise, je dirais, l'agriculture hors sol. Voilà, à eux de respecter aussi les cahiers des charges qu'ils freinent, vous voyez, pour interdire, par exemple, que l'on mette, pour faire la croûte des fromages AOC, on utilise encore du polyvidyle, c'est-à-dire de la matière plastique, et on met autour de la natamycine pour empêcher le développement des levures indésirables, et on y ajoute du rocco pour donner la couleur orangée du fromage traditionnel. Ça, si vous voulez, ça va disparaître en 2014, parce que, effectivement, il y a des producteurs fermiers, il y a une AOC qui est suffisamment forte pour faire évoluer ce cahier de charges et l'imposer avec beaucoup de résistance aux industriels. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est pas du tout une critique. Dans la mesure où les AOC évoluent et où finalement elles respectent des cahiers des charges, où elles sont transparentes avec les consommateurs, moi je conçois très bien que les AOC puissent alimenter les grandes surfaces, qu'elles standardisent même les produits. Hein, qu'il y ait des produits un peu McDonaldisés par les ferments, ça ne me dérange pas, parce que c'est une façon d'attirer de nouveaux publics, de leur faire découvrir les enfants. Et si vous leur mettez tout de suite un fromage un peu trop rude dans le palais, ils vont peut-être le rejeter définitivement. Donc c'est bien aussi qu'on ait, disons, il faut respecter le goût de chacun. Mais donc il faut des fromages de différentes dans une même dans une même région. Il faut des fromages qui déclinent, si vous voulez. Mais le tout, c'est que le consommateur le sache et puis surtout qu'il soit conscient des effets qu'il produit, si vous voulez, en faisant ce choix. Voilà ce que moi je peux répondre. C'est pas du tout une condamnation de l'AOC Osso-Iraty, bien au contraire. Enfin, moi personnellement, je suis pas d'accord avec vous. Hein. On a le droit, je pense, et je crois que le bilan de l'industrie agroalimentaire, tel qu'elle s'est comportée depuis 50 ans, n'a pas été encore fait.
Hein, j'ai pas, quand nous parlons des paysages, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qu'il a dit, au fond, on veut reconstruire ou conserver des choses que, bah, voilà, auxquelles on tient parce qu'on a le droit de tenir au paysage des Pyrénées. Or, il faut quand même bien constater que les paysages qu'on a laissé faire autour des villes, hein, les paysages qu'on a laissé faire autour des villes et autour des villes, c'est pas des maraîchers qu'il y a aujourd'hui. Hein. Ce sont quand même, ça c'est quand même un bilan catastrophique de l'environnement et qui est dû à des acteurs qui sont quand même très précis, très identifiés. Moi, je veux bien ne pas condamner tel ou tel, mais il faut quand même, à un moment donné, s'arrêter, savoir faire des bilans et savoir quand même pourquoi aujourd'hui on a dû faire passer par un Grenelle de l'environnement pour faire des politiques, pour changer un peu les choses. Pourquoi certains industriels, certains distributeurs se retrouvent systématiquement devant la justice. Enfin, il y a quand même, il y a aussi des comportements à dire. Et là, je crois que bon, faut pas être angélique non plus. Il faut pas seulement dire, bah oui, bien sûr, on comprend tout ça. Mais il y a des comportements qui sont quand même. J'ai lu dans les Échos il y a quelques jours un journaliste, hein, le marketing voyou. Voilà, le marketing voyou. Vous tapez sur Google, vous retrouverez l'article. C'est voilà, c'est aussi des responsabilités qu'il faut savoir de temps en temps mettre. Voilà, il me semble que le Grenelle de l'environnement n'est pas arrivé comme ça pour faire joli sur un programme politique. Hein, voilà, moi je suis d'une région, en l'occurrence la Franche-Comté, où je vois les industriels. Vraiment, ça on les voit, les industriels en embuscade dans une région qui fait un produit magnifique, qui est le comté, qui est la première AOC française. Et je pourrais, c'est pas le lieu ici, mais si un jour on a l'occasion d'en parler, je pourrais vous montrer quelles sont leurs méthodes pour essayer de casser ce système et industrialiser le fromage. Voilà, et installer des laiteries à la place des fruitières. Faut le dire. Pourquoi ne pas le dire? C'est-à-dire, nous sommes en démocratie et chacun quand même doit pouvoir s'exprimer. Et là, je suis pas d'accord. Il y a quand même des méthodes qui sont assez, parfois, assez regrettables. Bonjour, Gérard Cagnat. Je voudrais m'approcher un peu de Christian Valette qui nous parle de ce qu'il fait dans son rapport de la fourche à la fourchette et dans son souci qu'il a, on en a parlé hier soir, ça m'a beaucoup interpellé, d'utiliser dans son cheptel bovin, dans tout ce qu'il fait, toutes les parties du bœuf. On a évoqué ensemble le pied de vache qui faisait partie chez Apicius d'un plat très coûteux et très apprécié des Romains, qui n'avaient pas que des orgies, qui a été aussi quelquefois des esthètes. Et aussi le petit clin d'œil avec le foie de bœuf qui souvent est très méprisé, utilisé souvent par les laboratoires pour faire pour des raisons énergétiques, et qui fait partie aussi, là après je te laisse la parole, au Pérou le cœur de bœuf fait partie des spécialités comme le ceviche, parce qu'au Pérou, comme tous ces pays, on utilise dans les animaux, on utilise tout, on ne jette rien. Et j'ai vu d'ailleurs, en parlant du Pérou, j'ai vu dans un marché, je connais ce monde de la restauration, de la triperie depuis 50 ans, j'ai rarement vu des marchés aussi bien tenus, des produits tripiers aussi bien tenus qu'à Lima. Et je voudrais que tu nous parles un peu de cette démarche qui me paraît très bien, de donner un peu de gourmandise et un peu de tendresse dans ce débat qui commençait à en manquer un peu. Bien. Alors, pour parler de l'exploitation, aujourd'hui, et cette maîtrise de la fourche à la fourchette, la maîtrise de tous les maillons de la chaîne passe par le fait que le troupeau soit sain et que nous ayons des animaux sains, donc déparasités. Nous allons déparasiter les animaux dans les étables, essayer d'avoir, grâce au confort de l'animal, à l'alimentation et au traitement des fumiers et des lisiers, des animaux sains, et en ayant des animaux sains, nous allons pouvoir récupérer et travailler tous les foies de ces animaux. Donc, moi, mon cœur de métier dans la restauration à Paris est de travailler tous les morceaux du bœuf, et il se mange tout dans le bœuf comme dans le cochon. Nous faisons des tripes de bœuf, nous faisons du cœur de bœuf, des chips de cœur de bœuf pané au sésame, nous faisons des terrines de foie de génisse, de foie de bœuf, nous faisons de la joue de bœuf confite, nous faisons des terrines avec la queue de bœuf, quoi d'autre, du pied de vache, nous travaillons le pied de vache, bien évidemment, on fait une salade qui a un goût de parmesan, qui a un goût de fromage, c'est une viande avec un peu presque cartilagineuse, mais
avec un fort goût de fromage de parmesan, voilà. Donc ça, c'est à découvrir. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? Ben, la langue. Et ensuite, toutes sortes de recettes autour des bas morceaux, les morceaux dits bas, mais c'est le rongit, etc. Nous faisons des tartares, nous faisons des carpaccio, nous faisons plein de recettes. On arrive même à faire des assortiments de tapas pour faire déguster à nos clients le bœuf dans tous ses états. Voilà. Oui, parce que... voilà. Autre question? Ou intervention, madame? Oui, Georgine McDermott. Je suis consultant dans le développement et la promotion de produits du terroir et du produit du tourisme. Je suis aussi anglaise et je voulais vous parler de quelque chose par rapport à toutes ces interventions, parce qu'il y a un magazine en Angleterre qui s'appelle Country Living. Et en fait, c'est un magazine très très populaire qui parle de tous les aspects de l'art de vivre à la campagne, qui est vendu essentiellement à des citadins d'ailleurs. Et dans ce magazine, il y a des articles sur des paysages, des articles sur des produits du terroir et autres. Il y a à peu près 2 ans, je pense maintenant, ils ont commencé une campagne, en fait, pour sensibiliser le public sur le fait que les paysages que nous connaissons en Angleterre et qui sont une grande partie de l'attractivité de notre pays, dans les films, pour le tourisme, ces paysages anglaises verdoyantes, bucoliques, en fait, risquaient de disparaître parce que simplement l'agriculture britannique risquait de disparaître. Tout ça par rapport à la grande distribution et l'importation massive, en fait, des produits alimentaires. Et donc, ce magazine, avec d'autres personnes, ont commencé à monter une campagne donc pour valoriser et promouvoir les produits britanniques, déjà, avant de parler des produits régionaux ou des produits du terroir, dans l'alimentation, dans les magasins. Et en fait, donc, on peut voir à quel point ça dépasse les régions. Et je ne sais pas quelle est l'incidence de cette campagne, si ça fait effet, s'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, mais ça, en fait, ça met en évidence la relation entre la valeur, en fait, la valeur perçue par rapport à l'alimentation et la valeur réelle de cette alimentation, notre réflexion sur la valeur des choses quand on achète. Quoi qu'on achète d'ailleurs, ça a des implications et des répercussions sur beaucoup de domaines, notamment sur l'environnement. Je voulais juste dire que c'est finalement une préoccupation maintenant qui est globale. Enfin, on le sait, mais par rapport à cette histoire de paysage. Oui, ce qui est frappant dans ce que vous dites et dans ce qui a émergé autour de cette table, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment, notamment Gilbert l'a bien montré, que on connaît mieux le système, c'est-à-dire que on connaît mieux ce lien entre l'assiette et au fond ce que nous produisons avec notre fourchette, hein, et ça c'est quand même assez nouveau, c'est quand même quelque chose qui n'était pas recherché, qui n'était pas évident, qui n'était pas étudié il y a encore 30 ans. Hein. Oui, alors, au-delà de l'assiette et des paysages, je crois qu'aujourd'hui, la société est quand même en train de passer du système marchand dominant, où l'on a les industriels, la logique de production industrielle appliquée à l'agriculture, à certaines formes d'agriculture. On est en train quand même d'essayer intuitivement de passer, je dirais, à la logique du vivant, au respect des écosystèmes. On est en train de changer profondément. La philosophie l'a fait. On est passé dans la pensée complexe depuis longtemps déjà. Et nous, la société, maintenant, on sent confusément qu'on est en train, je dirais, de changer notre registre de valeurs. Les valeurs, c'est plus les valeurs de production selon les méthodes industrielles, etc., etc. Nos valeurs, elles vont vers des respects d'équilibre, d'écosystèmes, vers des choses où le vivant doit être réhabilité. Il faut recomprendre le vivant, les savoirs traditionnels, etc. Regardez la lune, regardez le nombre d'agriculteurs, de viticulteurs qui vont vers l'agriculture bio, la biodynamie, etc. On retrouve le vivant, c'est logique, et évidemment,
on est là en opposition frontale avec les OGM, avec ce que veulent nous imposer des industriels, des semenciers, etc., qui, eux, veulent contrôler le vivant, le dénaturer, l'approprier, etc. C'est un combat frontal. Hein, et nous, il faut qu'on choisisse, parce qu'il y a l'équilibre de la planète, il y a le mouvement des locavores qui se développe aux États-Unis, on ne consomme... Bon, il y a les bilans carbone des fraises qui viennent de Huelva, le bilan des nappes phréatiques, regardez l'état de la Bretagne, algues vertes, etc. L'agriculture ne peut plus continuer comme ça. Et nous le sentons, nous. Mais nous ne savons pas mettre les mots encore pour dire c'est le respect du vivant, de la complexité qui est... je dirais, la nouvelle vision du monde. Je vais vous raconter deux histoires qui sont arrivées à l'Élysée il y a une récemment et une il y a quelques années. Mitterrand avait, vous savez, une cuisinière. Il estimait que les cuisiniers de l'Élysée, qui venaient souvent de l'armée, n'étaient pas dignes de sa grande culture gastronomique. Donc, il avait demandé à Robuchon, qui a refusé de le servir, il avait demandé donc à des cuisinières de venir directement à son service. Et il y avait notamment une Aveyronnaise qui était venue là une année, qui après a démissionné parce qu'elle n'en pouvait plus, et qui lui avait un jour, par je sais pas, admiration, lui avait offert en plein hiver une tarte aux fraises. Et le président avait renvoyé la tarte inotamée en mettant ce petit mot, mais c'est ne désire que des fruits de saison. Alors, ce qui était quand même très, je dirais, très porteur, mais enfin qui était quand même, qui sonnait un peu comme une gifle pour la jeune femme qui s'en est quand même pas remise et qui montre quand même si vous voulez, la chose qui a été perçue à cette époque-là. Et puis l'autre histoire qui est arrivée récemment, quand M. Sarkozy a été à Poligny vanter vous savez, le lien de la terre et des paysans français là, et qu'il leur a fait un chèque d'1,5 milliard d'euros. Un paysan a insisté pour lui donner une meule de comté. Voilà. Après avoir expliqué qu'ici il y avait des gens, il y avait des villages, il y avait des voilà, que c'était pas bling bling, et donc il a emporté sa meule de comté, voilà, en promettant de la partager le lendemain avec Angela Merkel qui venait justement à l'Élysée négocier, disons, une position commune sur les négociations à Bruxelles. Voilà. J'ai téléphoné le lendemain soir à l'Élysée pour demander cuisinier si vraiment la meule avait été partagée. Voilà. Et effectivement, ils avaient mangé la meule et Sarkozy aurait même fait un commentaire, mais qu'on n'a pas voulu me transmettre parce qu'évidemment c'est secret défense, comme vous savez. Donc, vous voyez, les choses avancent un peu et les perceptions de nos dirigeants, qui sont pourtant très éloignés des affaires de ce bas monde, rejoignent quand même un peu les nôtres. Voilà, j'ai une remarque encore, peut-être dernière question, et puis ensuite nous conclurons sur ces questions des paysages. Oui, merci. Je suis Rami Zurek. Je suis enseignant à l'Université américaine de Beyrouth et je suis membre fondateur de Slow Food Beyrouth que je représente ici à Eurogusto. Et je voudrais juste parler un tout petit peu de ce qu'on vient d'entendre au sujet de l'industrie versus les produits sentinelles et Slow Food. Et j'ai une optique qui est vraiment un peu différente parce que dans les pays en voie de développement, la situation alimentaire est très différente de celle qu'on voit ici. Et comme il y a 6 milliards d'humains sur la planète, dont plus d'1 milliard ont faim, il va être très difficile d'avancer sans l'industrie. Et ça, c'est un membre de Slow Food qui vous parle. Mais cependant, et je parle vraiment de nos pays, et je parle de vos pays à vous aussi, parce que l'industrie forme une grande partie de l'économie française. Et elle bénéficie de la politique agricole commune qui s'élève à combien 50 milliards d'euros par an qui sont donnés à l'industrie et aux agriculteurs. Et l'éthique Slow Food, c'est une éthique de bon, propre et juste. Ce n'est pas seulement du bon. Ce n'est pas seulement la gastronomie. Et l'éthique bon, propre et juste, ça forme un bon point d'entrée, un entry point, comme on dit en anglais, je ne sais pas si ça se traduit bien, un point d'entrée pour les industries. Le jour où les industries
produiront un produit qui est bon, propre et très important, juste dans la distribution de la surplus value, de la valeur de surplus parmi les travailleurs, les ouvriers et ceux qui font tout l'argent, alors les industries seront sur la bonne voie. Et ce que Slow Food, du moins ce que je comprends de Slow Food, et ça fait longtemps que j'en suis membre, veut, ce n'est pas du tout éliminer les industries et les remplacer par un produit du terroir, parce que le terroir lui-même ne peut pas donner à manger à 6 milliards de personnes, bien qu'il puisse jouer un rôle beaucoup plus important que celui qu'il joue aujourd'hui. Ça, c'est de un. La seconde chose, c'est que c'est très intéressant que dans les 2 journées passées, j'ai entendu beaucoup parler de bon, hein, de la gastronomie bonne. Relativement peu de propre. On a parlé un peu du paysage, et pas du tout du juste. Il n'y a pas, dans le discours des 2 dernières journées, il n'y a pas d'écho de justice sociale dans ce qu'on fait. Et c'est très intéressant parce que toutes ces questions qu'on vient de poser, le mouvement des locavores, stopper l'importation des pays en voie de développement pour les fraises, etc., elles ont des dimensions de développement dans les pays d'origine qui sont à discuter. Il y a aussi toute l'histoire des engagements commerciaux bilatéraux entre l'Europe et les pays du tiers-monde, qui sont des consommateurs d'aliments faits par l'Europe, d'aliments qui sont subventionnés par la politique agricole commune. Et quand on dit on va stopper l'importation et devenir locavore, on est réellement en train de dire on veut exporter, comme notre maître